Donc bonjour à tous, merci Jean-Luc. Donc effectivement, on accueille autour de cette table ronde trois personnes. Madame Aguet, représentante de l'URSSAF. Monsieur Millet à ses côtés, de la revue pratique droit social et président du cercle de réflexion Maurice Cohen. Et monsieur Éric Imbert du CSEC, donc comité central de la RATP. Donc on se retrouve suite aux événements qui ont eu lieu, enfin aux projets d'amendement qui ont eu lieu lors des votes de la loi sur la sécurité sociale de 2019, votes qui ont eu lieu en octobre et novembre, au cours desquels des projets d'amendement avaient effectivement été votés à l'Assemblée pour fiscaliser une partie des activités sociales et culturelles. Suite à ces projets d'amendement, il y a eu une réaction d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ces projets d'amendement, au bout du compte, ont été annulés et donc n'ont pas été votés. Je rappelle juste pour l'histoire qu'il y a déjà 2 ans, en l'automne 2016, il y avait eu également une velléité de passer déjà des premiers textes pour fiscaliser une partie des activités sociales et culturelles, et que suite à cette volonté en septembre 2016, il y avait également eu une opposition d'un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, que les textes n'étaient pas passés en 2016, mais qu'on voit que 2 ans après, il y a quasiment les mêmes textes qui sont revenus. Alors, avant d'échanger sur quelles pourraient être les incidences de ces textes ou quelle pourrait être l'incidence d'une réforme de la fiscalité sur les activités sociales et culturelles, Monsieur Millet, première question, c'est est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que les activités sociales, de votre point de vue de juriste, quelles sont les activités sociales et qu'est-ce qu'on entend sous ce terme ASC au sein des CE ou maintenant des CSE? Merci. Vaste programme. Alors, si vous me demandez de résumer ce que sont les ASC en 2 minutes, ça va peut-être être un peu court. Si vous voulez, la question, c'est que les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et des futurs comités sociaux et économiques, il faut s'interroger d'abord, qu'est-ce que c'est leur fonction ? Leur fonction, c'est pas simplement d'être des organismes de redistribution de fonds. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce salon-là, on en a quand même un certain nombre d'exemples. De nombreux prestataires proposent aux comités d'entreprise ou aux comités sociaux et économiques un certain nombre de prestations clés en main, finalement, qui s'apparentent pour beaucoup à une redistribution de salaires. Or, des activités sociales et culturelles telles qu'elles ont été envisagées à l'origine, c'est pas simplement, justement, de compenser une baisse des salaires ou une insuffisance de pouvoir d'achat. Ça avait un rôle d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on mettait à portée d'un certain nombre de salariés qui n'en avaient pas forcément les moyens, on allait au-devant des salariés par justement, on allait à leur rencontre pour leur proposer de la culture, pour leur proposer du sport, voilà, c'était ça le fondement de l'activité sociale et culturelle. Et à partir du moment où une activité sociale et culturelle change finalement de nature, c'est-à-dire qu'elle se transforme quelque part en une sorte de redistribution de pouvoir d'achat, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, à travers les institutions qui sont les siennes, viennent frapper à la porte et disent ce que vous faites, ce n'est pas une véritable activité sociale, c'est une redistribution de salaire. Et donc voilà la situation. Pourquoi on se trouve aujourd'hui dans cette situation. D'accord, alors pour préciser, toutes ces activités, que ce soit effectivement des activités plus avec un rôle social comme vous l'évoquez qui était à l'origine, ou que ce soit des activités de distribution, jusqu'à aujourd'hui, rentraient dans le cadre, si elles respectaient les règles édictées par l'URSSAF, rentraient dans le cadre des activités exonérées. Puisqu'on parle de redistribution, c'est plus les activités type chèque vacances ou type plus les activités bons d'achat ou bons culturels. Monsieur Imbert, vous en tant qu'élu d'un des plus gros CE de France, la RATP,
quelle vision vous avez des activités sociales aujourd'hui? Et je dirais, est-ce que par rapport à ce qui est fait jusqu'à maintenant, vous avez le sentiment que les activités sociales telles qu'elles sont proposées vis-à-vis des règles URSSAF, est-ce qu'il existe un risque qui serait, que vous auriez pu identifier dans vos activités vis-à-vis d'une fiscalisation, je dirais, avant cette mise en œuvre de nouveaux amendements? Alors je vais rejoindre un petit peu ce que disait mon voisin. C'est quel type d'activité sociale et culturelle que l'on a dans les comités d'entreprise. Il y a des comités qui redistribuent purement et durement des chèques. C'est vrai qu'à un moment donné, à force d'appeler tout chèque, ça a un impact. Hein, c'est de la redistribution, j'allais dire indirecte, de salaire. Et il y a les comités d'entreprise qui ont les moyens d'avoir leurs propres activités, où ils apportent de la subvention au travers de centres de vacances. Et là, il y a une vraie distinction à faire. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. Alors après, il faut que les comités d'entreprise aient la possibilité d'avoir du patrimoine, d'avoir du personnel pour organiser tout ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Et à l'origine des comités d'entreprise, pour ce qui est du mien, la première chose en 1947, c'était de nourrir les salariés qui sortaient de la guerre. Donc première pratique, c'était la restauration et les colonies pour faire partir les enfants. C'est ça les deux premières thématiques qui sont arrivées. Après, les conséquences d'une imposition faite par l'URSSAF. Aujourd'hui, un comité d'entreprise, ça doit permettre à n'importe quel salarié, quelle que soit sa situation familiale et financière, de pouvoir partir en vacances ou de pouvoir manger tous les jours. C'est pour moi la première prestation d'un comité d'entreprise. Et la plupart des comités d'entreprise aujourd'hui ont ce qu'on appelle des quotients familiaux. Ça veut dire, plus le couple, la ressource du couple est faible, plus la subvention du comité d'entreprise est importante pour que chaque salarié puisse partir en vacances, puisse manger, puisse avoir une émancipation culturelle. C'est ce qui est en place dans notre comité d'entreprise. Et si on devait demain imposer cette partie subvention, ça veut dire qu'on taxerait les plus faibles aujourd'hui. Ça veut dire que plus, sur le comité d'entreprise, on a des tranches, plus le salaire est bas, le quotient familial est bas, plus la subvention est importante. Ça veut dire que plus la subvention serait importante, plus elle serait imposable au niveau du comité d'entreprise, et plus elle viendrait sur la feuille de paye de ces salariés-là, ce qui ferait augmenter leur taux d'imposition, ce qui leur ferait perdre peut-être des allocations qui viennent les aider aujourd'hui, l'allocation logement, un certain nombre de choses, et il y aurait une contribution du comité d'entreprise à mettre dedans parce que ça deviendrait une prestation qui ne serait plus sociale, mais un avantage en nature. D'accord, merci. Alors, Madame Aguet, moi j'ai une question. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, vous, au niveau de l'URSSAF, avez-vous le sentiment qu'il y a une insécurité, on va dire, pour les CE? Pourquoi je parle de terme d'insécurité? Parce que c'est le terme qui avait été employé donc, au moment des propositions de vote sur ces amendements, qui était de dire il faut sécuriser la situation des comités d'entreprise. Donc, qui dit sécuriser la situation, ça veut dire qu'aujourd'hui, on serait dans une insécurité. Donc, vous, au niveau de l'URSSAF, compte tenu que c'est l'URSSAF qui, effectivement, met en place ces règles sur la tolérance administrative de non-imposition des activités sociales, avez-vous le sentiment qu'il y a une insécurité de votre côté de ces règles pour les CE? À la base, dès l'instant où, en tout état de cause, les règles applicables sont issues uniquement d'une lettre ministérielle, de circulaires ministériels, de circulaires ACOS, etc., l'insécurité juridique, au sens propre du terme, elle existe. Puisque dès l'instant où vous allez, de toute manière, attraire l'URSSAF ou un autre, ou nous, un comité d'entreprise, plus exactement un employeur devant les tribunaux, le tribunal refusera d'appliquer, puisque nous sommes uniquement dans le cadre de tolérance ministérielle, absolument pas de cadre législatif ou réglementaire. Donc dès l'instant où nous irons devant les tribunaux, effectivement, nous retomberons dans non-application des tolérances et donc ipso facto, soumission à cotisation et contribution de l'intégralité des avantages. Donc je pense qu'effectivement, l'insécurité juridique, elle est sur ce plan-là. Donc c'est peut-être pour ce fait, de ce fait que le législateur souhaite donner aujourd'hui un cadre législatif, réglementaire à toutes ces dispositions, à toute cette doctrine, puisque aujourd'hui ce n'est que de la doctrine. Alors j'entends bien effectivement cette incertitude, cette insécurité juridique. Néanmoins, ça veut dire que
on est déjà très avancé dans le litige qu'il pourrait y avoir entre le CE et l'URSSAF. Et ça veut dire qu'il y aurait déjà effectivement un redressement ou une lettre d'observation de l'URSSAF. Mais en amont, aujourd'hui, sur l'ensemble de l'étendue des contrôles que vous pouvez voir, est-ce que vous avez le sentiment que les règles qui sont proposées donc, dans cette tolérance administrative, elles seraient soit mal appliquées, ce qui effectivement générerait beaucoup de contrôles, ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment qu'aujourd'hui, globalement, ces règles, elles sont bien appréhendées, elles sont bien appliquées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi en tout cas c'est mon sentiment en tant qu'expert sur les CE, globalement, il y a de moins en moins de litiges qui justement amèneraient une insécurité juridique. Non, effectivement, de manière générale, je pense que toutes les dispositions sont bien appréhendées, autant par vous que par nous, en tout état de cause. Il y a très peu, à ma connaissance, très peu de litiges, très peu de gros contentieux, très peu de risques financiers avérés sur ce dispositif. Les quelques incertitudes que l'on a, mais je dirais que ça tient à tout dispositif législatif, c'est dès l'instant où vous allez avoir une évolution dans les avantages, en fait, dans ce que vous proposez. Puisque comme nous sommes hors cadre juridique, hors cadre législatif et réglementaire, je dirais que c'est un dispositif qui évolue de pair avec la société, avec les propositions, avec Internet, de nouveaux médias, etc. Donc là, l'insécurité se situe peut-être sur ce plan-là, c'est-à-dire sur les évolutions des propositions, l'évolution des avantages, où là, ça demande à un moment donné, effectivement, de se poser et de se demander si tel ou tel avantage, telle ou telle carte, rentre dans le cadre des ASC. Merci. Donc, on a vu effectivement qu'aujourd'hui, la situation sur les ASC, même si juridiquement, encore une fois, elle n'est pas sécurisée, globalement, les règles sont plutôt bien appliquées dans la majorité des CE, que globalement, les litiges sur les activités sociales, quand ces règles sont bien appliquées, sont en fait très rares. Donc, comme l'évoquaient M. Imbert et M. Millet, effectivement, on a deux grands types d'activités, les CE qui développent et qui prennent à cœur encore un vrai rôle social de développer les activités, et puis effectivement ces activités qui vont plus vers la redistribution. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu d'attente, puisque M. Darmanin, donc au mois de décembre, donc au moment du retrait de ces amendements, a annoncé qu'un groupe de travail, qu'il allait procéder à la mise en place d'un groupe de travail pour réfléchir à l'évolution législative de ce point sur la fiscalisation éventuelle des activités sociales et culturelles. Donc, à notre connaissance, aujourd'hui, le groupe de travail n'a pas été mis en place. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont plus d'informations. Néanmoins, aujourd'hui, il nous semble important, nous, en tant qu'experts de l'ordre des experts comptables, de réfléchir par anticipation, puisque, comme on vient de le voir, en 2016, il y a eu une première loi des premiers projets de loi qui ont été évoqués et qui ont été abandonnés. En 2018, fin 2018, c'est revenu. Donc, il est évident que tant qu'on ne sera pas dans un cadre juridique et tant qu'on sera dans une position où c'est, je dirais, une tolérance administrative, on aura toujours ce risque d'un retour d'une loi. Retour d'une loi qui, telle qu'elle était proposée, était très restrictive, puisque au-delà de 300 et quelques euros par salarié ou 600 euros par famille, elle entraînait une fiscalisation avec un certain nombre de problèmes d'application. Donc aujourd'hui, quels seraient, je dirais, les points qu'on pourrait mettre en avant, à votre sens, sur des propositions en amont de ces fiscalisations, enfin si aujourd'hui on a déjà peut avoir des réflexions sur ces points-là, pour je dirais, anticiper sur un éventuel groupe de travail qui serait mis en place, groupe de travail, de réflexion sur une fiscalisation. Je ne sais pas, M. Millet, est-ce que vous avez des points sur lesquels vous auriez effectivement des idées? Alors, ça serait bien prétentieux, mais quelques pistes peut-être. Alors d'abord, pour ce qui est de la sécurité juridique,
Si on veut véritablement qu'il y ait une sécurisation juridique, comment dirais-je, en la matière, on peut très bien transcrire dans la loi les tolérances administratives. Ça pourrait se faire, c'est-à-dire notamment la lettre circulaire ACOS de 1986 qui a été régulièrement actualisée et qui est disponible sur le site de l'URSSAF. D'ailleurs, si je me souviens bien, vous éditez chaque année un guide que tous les CE de France peuvent consulter. Et donc à partir de là, comment dirais-je, la question est assez simple. Or, je crains que, et vous venez de le dire d'ailleurs, en présentant la mesure qui avait été initialement envisagée dans le projet de loi de finances pour 2019, que l'on s'achemine vers une sorte de taxation indifférenciée par rapport à telle ou telle prestation. Hein, moi je m'excuse, mais j'ai la faiblesse de penser qu'un comité d'entreprise qui entretient des centres de vacances, qui en fait l'acquisition, qui a tout un patrimoine immobilier qu'il met au service des, comment dirais-je, de ses salariés et de leur famille, je pense qu'il ne doit pas être traité de la même manière au niveau, comment dirais-je, cotisation sociale ou fiscale, que le comité qui passe par un prestataire de service et où les salariés finalement n'ont plus de relation avec le comité et reçoivent de la part de ce prestataire de service un certain nombre de prestations en espèces ou présentées de manière différente, mais c'est ce qui équivaut à des prestations en espèces. Donc vous voyez, je crois que déjà il faudrait faire le départ entre ceux qui, comment dirais-je, relèvent d'une véritable redistribution de fonds et ceux qui, quelque part, relève d'un véritable investissement des élus dans la construction d'un patrimoine ou d'activités culturelles ou d'activités évidemment sociales d'une manière générale. Voilà. Après, moi je pense, simplement pour terminer sur ce point, que en soi la taxation des activités sociales et culturelles est injuste. Mais bon, je constate aussi qu'il va bien falloir être à un moment donné dans la culture du compromis. Mais cela dit, je le redis encore une fois, la question de fond pour moi, et je pense qu'on est d'accord sur ce point avec monsieur qui est à ma droite, la véritable question pour moi, c'est celle de la définition, de la pratique de ce que sont les activités sociales et culturelles aujourd'hui, qui ne doivent pas être simplement les CE ne doivent pas se transformer en organismes de redistribution de fonds, ce qu'ils font pour un certain nombre d'entre eux, beaucoup trop. Alors, Monsieur Imbert, effectivement, comme le disait Monsieur Millet, vous avez déjà évoqué votre opinion sur ce point. Globalement, au-delà du CRE RATP, enfin du comité central RATP, vous qui êtes beaucoup investi dans toute l'économie sociale et solidaire, quels seraient effectivement les points sur lesquels on pourrait faire évoluer les textes, sachant que, comme l'évoquait M. Millet, une des solutions serait peut-être effectivement de simplement transposer dans la loi la tolérance administrative actuelle, alors sachant que je ne sais pas si le législateur accepterait de donner des exonérations URSSAF sans aucun plafond, puisque c'est aujourd'hui le cas dans un certain nombre d'activités. M. Imbert, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui? Alors, déjà, dans un premier temps, il serait bien que les comités d'entreprise aient un statut. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut juridique autour des comités d'entreprise. Aujourd'hui, regardez dans le Code du travail, il n'y a pas de statut juridique autour d'un comité d'entreprise. Donc, ça serait déjà bien qu'on détermine ce qu'est le rôle d'un comité d'entreprise, en dehors de ce qui existe déjà sur le Code du travail, et qu'on détermine toute cette valeur juridique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut déjà passer par ça. Après, moi, je partage entre les comités d'entreprise qui ont du personnel, qui ont une activité et qui ne font pas que de la redistribution, mais qui font aussi de la distribution de subventions au travers de leurs propres activités. Aujourd'hui, un comité d'entreprise comme le mien, c'est 450 salariés. Donc ça fait vivre aussi une économie tout autour. Quand on a des centres de vacances, ça fait vivre aussi l'économie locale. Donc si demain, on doit taxer toute cette subvention qui est distribuée, il y aura moins d'activités et donc forcément il y aura une perte d'activité autour de tout ça et on va se retrouver avec des territoires où aujourd'hui il n'y a que des colonies de vacances. Je prends des endroits comme Limoges ou tout ça. Aujourd'hui, la principale activité, il y a beaucoup de comités d'entreprise parce qu'il y a des colos. Et si demain on fait disparaître ça, il y a toute une économie, des pans de l'économie qui vont disparaître. Donc c'est ça aussi qu'il faut protéger.
Et je pense c'est vrai que la distinction est importante entre ceux qui font de l'activité et ceux qui rachètent de l'activité. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Voilà. Après, faut aussi la valeur du comité d'entreprise, c'est que tout le monde puisse avoir la même activité, quels que soient ses revenus. L'émancipation, ça part de l'ouvrier jusqu'au cadre dans une entreprise ou à l'ingénieur. Donc ça doit être important. Et ça doit être regardé aussi en matière d'imposition. Quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas les moyens de partir en vacances ou de faire partir ses enfants en colonie, quand le comité d'entreprise peut l'aider, je pense que ça doit être regardé aussi fiscalement. Voilà, il doit y avoir, c'est pas du complément de salaire, mais c'est la possibilité à des parents de faire partir leurs enfants à moindre coût. S'il n'y avait pas cette subvention des comités d'entreprise, les enfants ne partiraient pas. Donc alors je ne vais pas refaire l'histoire, ils seraient dans les quartiers, avec tout ce qui se passe derrière. Il faut mieux faire partir les enfants en colonie que de les laisser seuls dans la rue. Et le comité d'entreprise a ce rôle aussi à jouer d'intégration de l'enfance. Alors je parle de l'enfance parce que c'est quelque chose d'important, mais c'est pareil pour les adultes pour partir sur les centres de vacances. Aujourd'hui, de partir à la montagne, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, on a des salariés qui gagnent très peu, peuvent partir à la montagne comme d'autres. Voilà. C'est aussi ça qu'il faut regarder au niveau de l'imposition, c'est l'avantage que ça apporte. Oui, merci beaucoup. Donc j'entends bien effectivement qu'aujourd'hui, on a une vraie distinction entre les activités créées, on va dire, par les comités. Alors, la seule limite, je dirais, à cette distinction, c'est que, mais c'est un petit peu l'objet de la table ronde suivante, c'est qu'on va se rendre compte dans le passage de CE à CSE que ce qui est demandé aux élus est de plus en plus important, avec le regroupement des instances, qu'on leur demande d'avoir de plus en plus de casquettes, puisque maintenant le CHSCT va être intégré au CSE, que en plus les mandats, le renouvellement des mandats, enfin les mandats successifs sont moins importants, donc ils ont peut-être moins d'expérience. Et avec tout ça, on leur demande aussi de continuer à gérer les activités, ce qui s'avère parfois difficile dans les petits CE. Donc le risque aussi, c'est qu'on oppose un petit peu les structures plus importantes, CSE plus importantes, qui quelque part peuvent avoir les moyens d'avoir une vraie structure avec des CE de plus petite taille. En général, c'est plutôt ceux-là qui vont vers de la redistribution. Et donc d'opposer un petit peu les CE de petites entreprises aux CE de grosses entreprises qui ont plus de facilité pour gérer des activités propres. Merci beaucoup, madame. Si je peux juste me permettre une dernière question. Par rapport, effectivement, je vous ai vu tout à l'heure réagir par rapport au fait de savoir si on pouvait transposer dans la loi et si cette transposition ne serait pas accompagnée de plafond. Vous, au niveau de l'URSSAF, ce serait possible de transposer tel quel je dirais la tolérance qui existe dans la loi. Enfin, alors rien n'est impossible. Voilà. Après, quand on voit depuis 85 toutes les évolutions qui ont touché en fait, le régime, la définition du régime social de cette tolérance sur les activités sociales et culturelles, ce serait à mon sens pas aisé pour un dispositif législatif de reprendre un existant tout en ne fermant pas la porte aux évolutions futures. C'est toute la difficulté du travail législatif en tout état de cause. Donc effectivement, c'est pas impossible, mais je pense qu'il y a déjà dans un premier temps un gros travail de synthèse à faire, et ensuite un gros travail de rédaction, pour reprendre l'existant tout en ne fermant pas la porte aux évolutions futures. Comme vous l'évoquiez, cette tolérance, elle vit et elle évolue tous les ans, et on le voit au fur et à mesure des nouvelles activités qui se mettent en place. Monsieur Millet, donc pour clôturer cette table ronde. Ce que dit Madame est juste, mais c'est pour ça qu'à mon avis, le gouvernement serait bien inspiré d'aller avec beaucoup de subtilité sur cette question. Et non pas de taxer, comme vous le dites, avec des plafonds ridiculement bas et de manière indifférenciée les différentes activités. Alors, par exemple, on parle des activités sportives. Mais alors, vous imaginez le nombre de comités d'entreprise ou de CSE qui mettent en œuvre des activités sportives, ça va évidemment faire une manne financière extraordinaire. Donc, moi, je pense que, vous savez, en matière d'accident du travail, il existe un bonus-malus.
Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire plus les entreprises investissent dans la prévention et donc cherchent à limiter les risques, moins elles payent de cotisations accidents du travail. Ben, on peut se demander si en matière d'ASC, on ne pourrait peut-être pas envisager un système identique pour la taxation, c'est-à-dire qu'en gros, finalement, on ne doit pas pénaliser les comités d'entreprise qui investissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un patrimoine, dans de l'éducation populaire et autres exemples qu'a donné mon voisin de droite. Voilà. Enfin, de droite parce qu'il est positionné à ma droite, hein, bien évidemment. On l'entend bien, on l'entend bien. Bah, écoutez, voilà, je pense que c'est une question de subtilité. D'autant plus que je trouve que ça serait d'autant plus, comment dirais-je, recevable que, je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire à cette table, le gouvernement multiplie les exonérations de charges sociales à qui mieux en direction d'un certain nombre, de la plupart d'ailleurs des entreprises. Donc 2 poids, 2 mesures. Merci beaucoup.